Le long de la côte ouest de l'Afrique s'ébat l'un des mammifères marins les plus charismatiques de ce continent. Mais pour élever ses petits, il doit prendre pied sur la rive. Pour la nouvelle génération, qui ne sait pas encore nager, il faudra de la chance et du courage pour survivre au joyeux chaos de la colonie et aux dangers qui l'entourent. Pour les otaries à fourrure d'Afrique du Sud, les premiers pas dans la vie sont semés d'embûches. Dans un monde où la compétition et la loi du plus fort règnent en maître, il n'est rien de plus charmant que de voir des animaux adultes en train de jouer. La houle, qui vient se briser sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, est un véritable terrain de jeu pour les otaries à fourrure. Elles sont venues profiter de la marée matinale et s'ébattre dans les vagues puissantes pour le simple plaisir de nager. Les otaries sont taillées pour ce genre d'environnement dynamique. Capables de virages très serrés, elles se jouent des rochers. Leur vitesse et leur agilité en font des animaux parfaitement adaptés à la vie marine. Mais contrairement à la plupart des mammifères marins, l'otarie à fourrure commence sa vie sur la terre ferme. Pour ces femelles, cette marée est le dernier moment de détente aquatique avant le retour au rivage, où elles donneront naissance à une nouvelle génération. Nous sommes au début du mois de novembre, la fin du printemps dans l'hémisphère sud. Cette plage, sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, est recouverte d'étranges animaux. Forte de milliers d'individus, cette colonie d'otaries est l'une des plus vastes du monde. Contrairement à beaucoup d'espèces, l'otarie à fourrure est dotée de nageoires arrière capables de se tourner vers l'avant, ce qui leur permet de marcher. Mais si gracieuses dans l'eau, elles paraissent ici bien maladroites. Les mâles sont arrivés depuis un mois pour marquer leur territoire sur la plage. Quelques jeunes passent le temps en se chamaillant. Bientôt, ils devront bouter leurs rivaux hors de leur territoire pour gagner le droit de s'accoupler. Mais pour l'instant, ils sont bien trop frêles pour se frotter aux caïds de la colonie. En effet, ils font bien pâle figure face à leurs aînés. Ce mâle, âgé de 14 ans et lourd de 350 kg, est dans la force de l'âge.
Comme ses congénères, il monte la garde sur le territoire et sur les femelles qu'il s'est réservées. Pendant les 2 mois durant lesquels ils défendront leur terrain, les mâles se priveront de nourriture et vivront sur leurs réserves de graisse. Depuis 11 mois, ils constituent ces réserves en prévision de la lutte pour la reproduction qui les attend. Comme ils sont très nombreux, l'espace et les femelles sont très disputés. Les grands mâles se dressent fièrement de toute leur taille pour bien marquer leur présence. Mais cela ne suffit pas toujours. Les querelles de voisinage sont fréquentes. Après cette démonstration de force, chacun rentre chez soi et recompte ses femelles. Un mâle, qui tourne le dos à son adversaire, est généralement poursuivi. Un combat consomme beaucoup d'énergie. S'ils sont de force égale, les mâles préfèrent éviter d'en arriver là. Mais parfois, pour les femelles, ces rivalités, qui forment le quotidien de la saison des amours, ne valent même pas un coup d'œil. Pour les mâles, les meilleurs emplacements offrent un accès direct à la mer, car ils leur permettent d'intercepter les femelles de passage pour les ajouter à leur harem. Mais pour les femelles qui émergent de l'eau, l'accouplement n'est pas la priorité. Elles sont venues mettre bas. Très vite, la plage regorge de nouveau-nés pesant environ 5 kilos. Pour le goéland dominicain, le placenta d'Otarie est un mets de choix. Les mères épuisées les laissent manger sans réagir. Mais pour ces animaux, habitués à la liberté du large, la promiscuité de la plage surpeuplée est dure à supporter. Les jeunes mères sont très protectrices de leurs bébés et les échauffourées sont fréquentes. Il faut l'intervention d'un mâle pour que le calme revienne. La mise bas des petits est la première des 2 tâches que doivent accomplir les femelles pendant leur séjour hors de l'eau. Elles peuvent maintenant accorder leur attention au sexe opposé. Les mâles sont invisibles le reste de l'année. On pense qu'ils vivent plus au large que les femelles. Si ces dernières veulent tomber enceintes, elles doivent profiter de ces 2 mois durant lesquels les mâles se montrent. Cette femelle est allée se rafraîchir dans l'eau. Elle a emmené son petit jusqu'aux premières vagues. Elle a mis bas il y a seulement 6 jours.
mais elle est déjà en chaleur, prête à s'accoupler. C'est pour cela qu'une propriété les pieds dans l'eau est un must pour les mâles. Le petit va devoir passer un peu de temps tout seul, pendant que sa mère répond à l'appel de la nature. Le mâle, près de 5 fois plus massif que sa compagne, l'étouffe presque complètement. Si tout se passe bien, elle reviendra ici même dans 1 an pour mettre leur petit au monde. Mais la période de gestation de l'otarie n'est que de 8 mois. Pour ne pas détraquer l'horloge biologique, les embryons fertilisés ne commencent à se développer que 4 mois après l'accouplement. Les otaries peuvent ainsi respecter le timing de leur visite annuelle sur la terre ferme. Ces colonies pleines de vie se forment pendant l'été austral sur divers points de la côte occidentale du sud de l'Afrique. Leur présence n'est pas due au hasard. Pendant l'été, la côte est balayée par des vents puissants qui poussent la couche de surface de l'eau vers l'ouest. Ce déplacement massif fait remonter d'immenses quantités d'eau froide et très nutritive des profondeurs de l'océan. Cette eau vient alimenter l'une des côtes les plus fertiles de la planète. La forêt de kelp, poussant au large de la colonie d'Otarie, en est l'exemple le plus frappant. Les plantes, qui naissent dans le substrat sous-marin, poussent en direction de la lumière propice à la photosynthèse. Fertilisées par l'eau riche dans lesquelles elles poussent, ces algues peuvent atteindre 12 mètres de haut. À leurs pieds, des structures racinaires permettent au kelp de s'ancrer dans la roche. Les troncs élancés sont creux et remplis d'un gaz qui les maintient à la verticale pendant qu'ils poussent jusqu'à la surface. Ils servent d'habitat à des patelles herbivores qui se nourrissent de leurs fines tiges. Leurs coquilles sont incurvées à l'angle de la surface de la plante, mais aussi aplaties pour résister à la force des vagues. Chaque patelle défend la tige sur laquelle elle a élu domicile et repousse tous les intrus intéressés par son territoire. Le kelp abrite également d'autres formes de vie. Ces eaux fertiles accueillent une faune et une flore très variées. Les longues frondes des kelps produisent des spores par millions. C'est une source importante de nourriture pour les oursins qui pullulent sur les rochers. Les anémones filtrent leur nourriture à partir de l'eau. Lorsque le kelp est absent, les coraux et les éponges poussent en abondance. Une langouste locale, très bien camouflée, rampe dans le décor. Les rochers lui offrent un abri idéal. Ainsi qu'à quelques cousins éloignés. Un crabe local se cache sous une saillie rocheuse.
On y trouve également des poissons. La plupart se confinent aux crevasses de la forêt, mais des bancs de dorades nagent entre les grandes tiges. Le kelp joue un rôle capital pour la plupart des organismes de la côte. Il absorbe l'énergie des houles océaniques et permet aux eaux côtières d'offrir un cadre de vie paisible à ses habitants. Sous l'assaut incessant des vagues, le kelp se désagrège lentement en minuscules fragments. Chaque fronde génère chaque année 6 fois son poids en déchets. C'est un apport nutritif conséquent pour la faune côtière, entre autres pour les animaux filtreurs comme les moules. Ces dernières s'accrochent aux rochers qui forment la base de nombreuses colonies d'otaries. Les îles Rocheuses offrent un lieu de reproduction dénué de prédateurs terrestres ou d'occupation humaine. Sur ce minuscule affleurement, situé à 200 km au nord du Cap, une autre colonie d'otaries arrive au point culminant de sa saison des amours. Les otaries ne sont pas les seules à profiter de ce havre de paix, posé au milieu d'une eau très riche. Elles partagent l'île avec une énorme colonie de fous du Cap. Dans cet espace très confiné, les otaries sont beaucoup plus serrées que sur la plage. La colonie est parsemée de noir, la couleur des nouveau-nés. Comme sur la plage, les mouettes se chargent du nettoyage. Ces oiseaux omnivores ne laissent jamais passer une chance de repas. Ils mangent de tout, des moules aux poissons, en passant par des bébés de leur propre espèce, laissés sans surveillance. Après la naissance, la mère et son bébé prennent le temps de faire connaissance. Chacun doit apprendre à reconnaître l'odeur et la voix de l'autre pour que le petit ait une chance de survivre. Mais pour l'instant, le premier repas du bébé lui est servi sur un plateau. Après une semaine passée à allaiter ses petits sans se nourrir elles-mêmes, les mères retournent en mer pour chasser. Les petits, incapables de les suivre, doivent se débrouiller seuls jusqu'au retour de leur mère. L'île est dotée d'une pataugeoire, un bassin peu profond, idéal pour apprendre à nager sans craindre d'être emmenés par les vagues. Ce n'est qu'à 6 semaines qu'ils seront de taille à s'aventurer en pleine mer. Pour l'heure, le large, leur future demeure, regorge de dangers.
Mais pour les femelles, le retour à la mer est un grand soulagement après ces semaines passées sur la terre ferme. Elles prennent quelques minutes pour se détendre, mais doivent se nourrir aussi vite que possible pour aller retrouver leurs petits. Tout n'est pas comestible autour d'elles. Malgré son aspect appétissant, cette méduse boîte est dotée de tentacules très urticantes. Les otaries ont donc appris à l'éviter. Les eaux très riches, qui entourent l'île des otaries, sont propices à l'apparition du phytoplancton, lequel attire des nuées de crustacés microscopiques appelés krills. Il faudrait des centaines de ces minuscules crevettes pour nourrir une otarie, qui n'est d'ailleurs pas conçue pour filtrer les petits organismes contenus dans l'eau. Cette intarissable source de protéines leur est donc inaccessible. Elles prennent la direction du large, où elles trouveront des bancs de poissons dont elles feront un festin. Elles y croisent des géants des mers, des mammifères qui, eux, se nourrissent de krill. La baleine à bosse, à l'appétit démesuré, peut atteindre 14 mètres de long pour un poids de 40 tonnes. Elle utilise ses fanons à la manière d'une épuisette pour filtrer les énormes quantités de krill dont elle a besoin chaque jour. Ces baleines parcourent jusqu'à 8000 km entre les eaux tropicales où elles se reproduisent, au large de l'Angola, et l'Antarctique où elles trouvent leur nourriture. Ces individus font partie du peloton de queue dans la grande migration vers le sud et les eaux froides et nutritives. En Antarctique, une seule nuée de krill peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et contenir jusqu'à 10 millions de tonnes de nourriture. Les baleines passeront l'été à manger jusqu'à satiété. Pendant le transit de ces imposants voyageurs, les otaries, animaux très curieux, plongent jusqu'à 200 mètres de profondeur pour se nourrir. Les petits profitent de l'absence de leur mère pour goûter à l'indépendance. Malgré leur maladresse, ils se lancent à la découverte de l'îlot. Pour tous ces petits, laissés seuls pour la première fois, c'est l'occasion de se faire des amis. Et de jouer avec eux. Pour l'instant, la vie est belle. Mais au fil des heures, les choses se compliquent. L'île offre peu d'endroits ombragés. Et en été, la température peut atteindre 40 degrés. La fourrure des otaries est faite pour leur tenir chaud dans l'eau froide. Leur peau n'est exposée que sur les nageoires. Les adultes agitent les leurs pour se rafraîchir.
Les petits, quant à eux, se baignent dans la pataugeoire. Tous les coins d'ombre sont pris. Les petits l'ignorent, mais ils ont beaucoup de chance. Dans les colonies où l'accès à l'eau nécessite de traverser de grandes étendues de sable ou de rochers brûlants, jusqu'à 20% des jeunes meurent de la chaleur. L'ironie de l'existence de l'otarie est ici dévoilée dans toute sa cruauté. Incapable de se reproduire dans l'eau, mais forcé de risquer la mort de ses petits en leur donnant naissance sur la terre ferme. La plupart des mammifères marins ont un fonctionnement très différent. Le phénomène saisonnier de remontée des eaux de profondeur riches en éléments nutritifs touche toute la côte méridionale. Voici un petit groupe de grands dauphins. Pour eux, comme pour les baleines, l'accouplement et la naissance ont lieu en mer. Mais contrairement aux baleines, les dauphins trouvent dans ces eaux tout ce dont ils ont besoin et s'évitent ainsi d'immenses migrations annuelles. Ils peuvent passer leur vie dans une zone d'environ 85 km². À l'inverse des otaries, les mâles et les femelles se fréquentent toute l'année et l'accouplement peut se produire à n'importe quel moment. Le dauphin n'a jamais à sortir de l'eau. En lieu et place de nageoires rotatives permettant aux otaries de marcher, le dauphin est équipé d'une queue puissante et flexible, grâce à laquelle il peut atteindre une vitesse de pointe de 36 km/h. Les spécialistes pensent même qu'il est peut-être capable de contrôler la flexibilité de sa queue pour optimiser son efficacité selon la vitesse à laquelle il nage. Pour l'otarie, nager est un peu comme voler sous la surface de l'océan. Ses nageoires antérieures la propulsent comme des ailes. Le dauphin est plus rapide, mais l'otarie est d'une agilité sans égale. Les adultes, trop jeunes pour se reproduire, ont tout le temps d'explorer et de jouer. La forêt de kelp est pour eux un terrain de jeu dans lequel ils peuvent batifoler pendant des heures. Les poissons prennent bien garde à ne pas croiser leur chemin. Pour ces deux jeunes mâles, au sortir de l'enfance, la vie se fait déjà moins sereine. Ils arrivent à la maturité, mais ne sont pas encore assez gros pour se frotter aux mâles expérimentés de la colonie. Ils passent donc le temps à faire semblant de se battre. Ces exercices leur permettent de renforcer leur musculature et les préparent aux confrontations bien réelles de l'âge adulte.
Pendant que les jeunes mâles s'amusent dans l'eau, les petits, coincés sur l'île, commencent à trouver le temps long. En l'absence de leur mère, ils n'ont ni nourriture, ni protection. Les mères gardent leurs enfants avec férocité, mais les adultes font preuve de peu de tolérance envers les petits des autres. Dans un lieu aussi encombré, le plus simple est souvent de marcher sur ses voisins. Les femelles ne font pas trop de dégâts, mais se faire piétiner par un mâle est une toute autre histoire. Ce petit n'a pas eu le temps de s'écarter et il s'est fait écraser. Il respire encore, mais ses blessures sont peut-être trop graves pour qu'il survive. Celui-ci, par contre, est mort sur le coup. Beaucoup de jeunes parviennent à éviter les blessures, mais ils connaissent de longues journées de famine. La mère de ce petit pêche en mer depuis une semaine. Poussé par le désespoir, il part à sa recherche sur l'îlot. Il est affamé. Comme il ne la trouve pas, il tente sa chance avec d'autres femelles. Mais les autres mères savent qu'accueillir un orphelin priverait leur propre petit d'une nourriture précieuse. Dans la colonie, le chacun pour soi règne en maître. Enfin, sa mère réapparaît. Elle appelle son bébé dès qu'elle sort de l'eau. Le petit ne se fait pas prier. Ces retrouvailles mettent un terme au malheur de la jeune otarie. Sa mère s'installe à un endroit sec et en hauteur pour l'allaiter. L'attente est enfin terminée et le repas peut commencer. Une fois rassasiés, les petits piquent une tête dans la pataugeoire pour se rafraîchir et pour s'entraîner à nager. Ils s'abandonnent sans arrière-pensée à ces jeux bondissants, sans se douter qu'ils sont en train de perfectionner des manœuvres d'évasion qui leur seront un jour très utiles. Les otaries figurent au menu de plusieurs prédateurs marins. La forêt de Kelp est le domaine des exanchidés, une famille de requins. Les jeunes se nourrissent principalement de poissons osseux. Mais les adultes, d'une taille de 3 mètres, ont une alimentation plus variée, dans laquelle figurent les petits mammifères marins. Mais ces os
sont tentés par un autre prédateur que craignent même les jeunes exanquidés. Le grand requin blanc est l'ennemi ultime de l'otarie. D'une taille pouvant atteindre 7 mètres, il compte parmi les chasseurs les plus redoutables de l'océan. Aussi rapide que puissant, il attaque les otaries par surprise en s'élançant des profondeurs. Pour l'instant, les petits sont en sécurité dans le havre de paix de leur pataugeoire. Mais au coucher du soleil, les nuages commencent à s'amonceler et la mer à grossir. Le lendemain matin, une grosse houle s'abat sur la région. La forteresse des otaries est assaillie par des vagues violentes. Les eaux paisibles de la pataugeoire se transforment en véritables maelstroms. Sur le rivage de la colonie, les adultes font front face à la force des vagues. Pour eux, tomber à l'eau n'aurait rien d'effrayant. Mais pour les petits dont la nage est encore mal assurée, ce serait une catastrophe. Dans la panique générale, plusieurs jeunes otaries se retrouvent projetés dans l'écume. Les petits cherchent à s'accrocher à des rochers surélevés. Mais plusieurs de ces abris sont jalousement gardés par des femelles. Dans ce genre de situation, la survie tient à 2 choses, la force et la chance. Alors que la houle commence à s'atténuer, l'heure est au bilan. Beaucoup de petits ont péri noyés. Pour les mâles, cette tempête a mis à rude épreuve leur résistance et leur détermination à conserver leur territoire. Les jeunes détrempés qui les entourent occupent la majeure partie de l'espace disponible. La marée se retire et la menace des vagues disparaît avec elle. Les otaries profitent de ce retour au calme pour dormir. Les dernières heures ont été éprouvantes pour tout le monde et les nerfs sont à vif. Pour les petits, après ce déluge glacé, il s'agit maintenant de se réchauffer et de se nourrir. La chaleur est facile à trouver dans un attroupement aussi serré. Mais pour la nourriture, ils ne peuvent compter une fois de plus que sur leur mère. Pour certains d'entre eux,
la présence maternelle est le seul réconfort qui vaille. Une fois la crise terminée, la colonie passe le reste de la journée à se reposer. Les plus courageux des petits sont déjà de retour dans la pataugeoire. Ils reprennent leur jeu dans le calme retrouvé de leur bassin et ont déjà oublié leur malheur. À mesure qu'ils gagnent en force et en confiance, ils se rapprochent du jour où ils pourront quitter la terre. Après 2 mois passés sur l'îlot, les membres de la colonie sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin du large. Les petits, âgés de 6 semaines, sont désormais assez grands pour sortir de la pataugeoire et découvrent avec joie les splendeurs de la haute mer. Ils explorent avec curiosité leur nouvel environnement et mâchonnent avec énergie les feuilles de kelp. Cette jeune otarie est si à l'aise dans l'eau qu'elle fait une sieste à la surface. Comme beaucoup d'autres animaux, l'otarie peut déconnecter un hémisphère de son cerveau, qui recharge ses batteries pendant que l'autre veille. L'espace infini de l'océan est une bénédiction après la congestion crispante de la colonie. D'autres se régalent de la vitesse et de l'agilité dont elles sont dotées, comme si elles découvraient enfin la véritable nature de leur espèce. L'océan est le terrain de jeu idéal pour se bagarrer et jouer à s'attraper. L'enthousiasme des jeunes otaries est contagieux. Pour les mères, c'est une étape importante. Elles jouent avec leurs petits pour célébrer ce retour à la liberté. Mais leur tâche n'est pas terminée. Les petits se nourrissent encore exclusivement de lait et elles devront retourner régulièrement sur la terre ferme pour les allaiter. Dans 8 mois, les mères partiront au large pendant plusieurs semaines pour engraisser en vue de la prochaine période de reproduction. D'ici là, les jeunes seront sevrés. Une fois autonomes, les jeunes otaries se lancent elles aussi dans un périple d'exploration. Certaines s'éloignent de 1600 km de leur colonie d'origine de la côte sud-africaine. Dans 3 ou 4 ans, les jeunes femelles reviendront pour devenir mères à leur tour. Les mâles, par contre, devront patienter au moins 10 ans avant d'être en mesure de revendiquer un territoire et des partenaires. Pour tous ceux qui ont survécu,
les 2 mois de confinement hors de l'eau sont terminés. Pour eux, la vie de créatures marines peut commencer.